BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie. Nous sommes le mercredi 1er novembre, un jour férié en France, un jour de tempête, comme le montrent ces images, et évidemment, nous en parlerons beaucoup dans cette édition. Un dessin de Chonu aussi illustre cette tempête dans l'Union de Reims. C'est Halloween, a signé Chonu avec ce mauvais jeu de mots. Et tout à l'heure, on aura Olivier de Kersauzon, qui en a connu bien des tempêtes. On aura Olivier de Kersauzon en duplex. Mais c'est aussi, hélas, un jour de guerre de plus, évidemment, entre Israël et le Hamas palestinien, sans oublier que pendant ce temps, la guerre se poursuit aussi en Ukraine, ce qui nous vaut un autre dessin excellent, signé Aurel dans le Canard enchaîné aujourd'hui. C'est quand même plus simple là-bas, dit quelqu'un au comptoir. Il fallait oser, mais ça nous fait sourire. C'est très malin de la part du dessinateur Aurel. La tempête, la Toussaint et bien d'autres sujets à travers notre trombinoscope. Voilà le programme que nous allons aborder ce soir, chère Julie. Alors, je vous laisse présenter et notre équipe et nos premiers invités. Nos débatteurs du soir, on est avec Frédéric Hermel. Bonsoir à vous, journaliste RMC, écrivain. Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous, Pablo. Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous, Blanche. Et on a le plaisir d'accueillir nos invités de ce mercredi soir. On est avec Chloé Nabédian, journaliste spécialisée en météorologie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec François Pitrel, journaliste environnement pour BFM TV. Et avec Loïc Rivière, journaliste météo et climat pour BFM TV. Bonsoir à vous également. Au moins, voilà, des spécialistes qui s'y connaissent. Je ne dis pas que vous n'êtes pas spécialistes en tempête tous les trois, mais là, on aura quand même des vraies infos. Et puis surtout, on aura des duplex pendant toute cette heure pour savoir un peu comment ça se passe dans les départements concernés, les départements rouges. Par exemple, en Côte-d'Armor, Julie. En Côte-d'Armor, où on va aller tout de suite retrouver Anthony Lebos. Les Côtes-d'Armor qui font partie, avec deux autres départements, la Manche et le Finistère, des départements qui vont être placés en vigilance rouge à partir de ce soir, minuit et jusqu'à demain 10h. On est donc avec Anthony. Anthony, vous avez fait le tour des Côtes-d'Armor toute la journée. Comment on se prépare là-bas ? Bonsoir Laurent, bonsoir Julie. Bon, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait absolument pas le même temps ce midi que maintenant. Ce midi, il y avait un ciel dégagé, presque bleu, une légère pluie. Maintenant, il fait tout noir, nuit noire, avec une pluie qui est beaucoup plus violente. On en parlera aussi avec Rudy Coulon, qui est mon invité ce soir, qui est sauveteur en mer ici à Trébordin. Trébordin, qui est la troisième étape de notre journée ici dans les Côtes-d'Armor, avec Camille Martin qui m'accompagne. La première étape, c'était à Perros-Guirec, ville de 7000 habitants. Et vous connaissez sans doute ce fameux phare de Ploumanac, phare qui a été interdit d'accès par le maire Herven Léon à 18h. Aujourd'hui, il a été interdit d'accès tout simplement parce que les rochers qui entourent ce phare peuvent créer un risque avec des vagues, des submersions qui peuvent créer aussi un danger évidemment pour les visiteurs. Donc à 18h, fermeture de l'accès de ce phare. Il y a eu aussi d'autres arrêtés, notamment pour fermer un bois, le bois d'amour il s'appelle, le bois d'amour à Perros-Guirec, avec ce vent qui souffle toujours, on l'entend davantage aussi. Puis deuxième étape, c'était à Trégastel, à une quinzaine de minutes. Cette fois, on avait rencontré David. David, c'est le patron, le directeur d'un club nautique à Trégastel. Et alors lui, il a tout rangé, tout mis à l'abri. Chose qu'il fait rarement. Il y avait une vingtaine de bateaux qu'il a rangés, une vingtaine de canoës aussi qu'il a rangés avec ses équipes, dont certaines étaient encore en formation, des jeunes équipes. Il a doublé les amarres aussi pour éviter que tout ça s'envole, parce qu'il m'a dit si quelque chose s'envole, tout va s'envoler. Donc maintenant, il reste finalement plus qu'à attendre que la tempête ne passe. Il reste plus grand chose à faire. En tout cas, toutes les préparations ont été faites pour éviter des gros dégâts pour le lendemain matin. Vous le disiez, Anthony, il y a des vagues qui sont prévues de 8 à 10 mètres selon les secteurs. On imagine que dans les ports, il y a une vigilance toute particulière. Et vous êtes donc avec un membre de la SNSM, c'est bien ça ? Absolument, Rudy, qui est à mes côtés. Comment vous appelez, monsieur, d'ailleurs? Vous participez aussi à cette... Eric. Voilà. Eric qui est aussi d'alerte, parce que vous êtes plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui sont en alerte. Le port est juste à ma gauche. Il y a une centaine de bateaux quand même qui sont amarrés ici. Et évidemment, Rudy, vous allez être un peu les anges gardiens de ces bateaux qui sont là. Exactement, donc bonsoir. On va effectivement essayer, on va assurer une maintenance toute la nuit en fonction de du temps qui va sévir. Donc on va essayer de minimiser la casse. Est-ce que vous appréhendez ce qui va se passer ce soir, ou est-ce que vous dites bon on est prêt, les gens dans la région sont avertis, vont pas quand même sortir en mer ce soir, ou est-ce qu'il y a toujours quelqu'un, un imprévu, quelqu'un qui va quand même se lancer dans la tempête?
Alors, on appréhende toujours une tempête. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Maintenant, il est vrai qu'on est préparé puisqu'on a déjà connu par le passé. Ce qui nous rassure aujourd'hui, c'est que la mairie notamment et la préfecture ont fait un gros travail de prévention au niveau de la commune. Donc, on espère juste que les gens seront sérieux et n'approcheront pas trop près des vagues parce qu'il y a toujours la curiosité qui intrigue. Donc, c'est surtout là où le danger va être le plus important. J'ai envie de demander à Loïc Rivière, pour commencer, justement, si, au fond, là, on espère que rien de grave ne se passera, mais on peut dire qu'on aura été prévenu. Parce que dès le week-end dernier, je me souviens, j'ai vu des premières infos passer qui nous disaient « Attention, il va y avoir... » On parlait même quasiment d'un ouragan le week-end dernier. Certains, peut-être un peu plus catastrophistes que d'autres, parlaient d'ouragan. Bon, on n'en est pas là, heureusement. Ça peut se transformer en ouragan, non? Alors, on a des vents moyens prévus qui sont de la force d'un ouragan. Voilà, bon, on n'est pas sur la configuration de ouragan. C'est-à-dire 170 km/h, c'est ça? Alors, vent moyen, hein, là c'est un vent sur... Quand est-ce qu'on passe d'une tempête à un ouragan? Alors, c'est à partir du moment où cet ouragan est né dans les eaux chaudes des tropiques et qu'il remonte vers nous. Là, effectivement, ces composantes sont tout à fait différentes. On peut distinguer son œil par satellite et on a effectivement des vents qui dépassent très largement les 200 km. On n'en est pas là, donc ça on n'en est pas là clairement, mais on est quand même sur une tempête particulièrement soutenue, exceptionnelle. On en voit au maximum une par an en ce qui nous concerne, et là on a une configuration... Mais comme je vous disais, on a été prévenu, tout le monde est prêt, même le ministre de l'Intérieur a annulé un déplacement. Voilà, il est, j'imagine, en train de diriger tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Ah bah c'est certain, là c'est maintenant que ça se joue. C'est paradoxal. Quand vous dites maintenant, moi je veux savoir à quelle heure. Ah, vous voulez savoir précisément comment ça va se passer? Oui, parce que là, pour l'instant, ils ont l'air tranquilles encore là-bas. Hein. Ils sont dehors. Ça commence maintenant. Alors en fait, cette fameuse tempête Karan, là, elle est au sud de l'Irlande. Elle aborde le rail de Cornouailles. Tout juste, on a des vents à 113 km/h du côté d'Ouessant. Ça reste très classique pour l'instant, mais ça va vite accélérer dans le courant de la soirée, avec des rafales à 170, 180 km/h près des côtes, notamment sur les départements en rouge, le Finistère, les Côtes d'Armor, le département de la Manche, et jusqu'à l'intérieur des terres. On aura de très fortes rafales jusqu'à l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie dans un premier temps, 130 km/h possible. Et le bassin parisien est concerné, alors plutôt en fin de nuit. Pour demain, sur la première partie de la journée, on aura des rafales tempétueuses. Ça va souffler à Paris aussi. À plus de 100 km/h, à Paris aussi. Paris et l'ouest de l'Île-de-France sont d'ailleurs en vigilance orange également en ce moment. Et demain, on va même surveiller des intempéries en Méditerranée. On reste à BFM cette nuit ou on peut sortir quand même? Vous restez à BFM, c'est certain, et vous resterez aussi demain avec nous. On va tout de suite aller retrouver l'une de nos envoyées spéciales, Céline Pitlet. Vous êtes à Cherbourg, dans la Manche. Vous avez remarqué qu'il y a une sorte de solidarité qui se met en place. Vous êtes avec un patron de snack qui reste ouvert cette nuit, c'est ça, pour accueillir les plaisanciers qui habituellement dorment sur leur bateau, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. On est dans ce snack où on suit attentivement la situation sur BFM TV. Vous le voyez, et effectivement, on est juste à côté du port. Ce port, il y a 1400 bateaux et il y a certains plaisanciers qui effectivement vivent à l'année sur ces bateaux, qui cette nuit ont décidé de passer la nuit sur leur bateau. Mais si ça secoue trop cette nuit, vous êtes prêt, Flo, à les accueillir? Oui, je suis prêt à les accueillir, comme j'ai toujours fait. Ce sont mes clients, c'est les résidents du port, ce sont mes voisins, et voilà, c'était une démarche normale. Il y a une solidarité aujourd'hui maritime qu'il n'y a plus chez les terriens, on l'a encore au niveau de la mer, et voilà, ils savent qu'ils peuvent venir à tout moment ici, et ils seront les bienvenus. Avec la soupe à l'oignon et les jeux de société. Avec la soupe à l'oignon, les jeux de société, la musique, tout ce qu'ils veulent. Voilà, ils seront au chaud et à l'abri surtout. C'est votre surnom, Flo, ou c'est votre diminutif? C'est mon diminutif, mon nom est Florent. Ah, très bien, parce que je vous disais, Flo, cette circonstance, alors, pour recueillir tous les plaisanciers, ouais, bah oui. et je crois que nos reporters l'ont fait exprès. Tout à l'heure, on avait un monsieur Coulon interrogé. Je me demande si les envoyés spéciaux de BFM TV ne me cherchent pas. Je voudrais quand même donner la parole tout de suite, et on reviendra vers vous peut-être plus tard, à Chloé Nabédian, parce que je l'ai croisée sur France 2 à une époque, mais vous continuez à vous intéresser
s'intéressait à la météo. Il n'a pas dit trop de bêtises, le spécialiste de BFM Loïc TV. est excellent. Donc, Je vous remercie, Chloé. Merci beaucoup. oui, alors j'ai travaillé bien sûr sur la présentation météo, mais sur les questions climatiques aussi, beaucoup maintenant sur l'adaptation des territoires, sur les choses qui sont en train d'être mises en place pour se prémunir du danger. Et là, effectivement, avec la tempête qui est en cours actuellement, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que la population soit avertie. Quelles leçons a-t-on tiré alors justement, concrètement? Qu'est-ce qui a été fait depuis Xynthia, depuis 99? Oui, alors ce qui est simple, c'est que depuis Martin et Lothar en 99 et Xynthia en 2010, il y a eu des évolutions considérables, notamment au niveau de la prévision météo. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait Martin et Lothar, on est passé complètement à côté à l'époque. On n'avait pas du tout le même système de prévision. On n'avait rien vu venir. On n'avait rien vu venir parce qu'ils n'avaient juste qu'un seul modèle qui arrivait dans la journée. Aujourd'hui, on a des supercalculateurs qui moulinent des dizaines de fois dans la journée. Il y a des probabilités qui tombent et très probablement que c'est une caméra qui fait du bruit. Il faut pas y faire attention. C'est la tempête qui arrive en fait. C'est pas le vent. Chiara est parmi nous. C'est Halloween, on est bien. Et donc effectivement, avec les probabilités, très probablement qu'à l'époque, on aurait vu tomber Martin et Lothar. Aujourd'hui, c'est le cas. Les prévisions se sont considérablement améliorées. La vigilance météo a été créée après Martin et Lothar en 2001. Et pour le risque de vague submersion, c'est arrivé après Xynthia. Donc aujourd'hui, tous les services sont mis en place vraiment pour prévenir la population, mais aussi les collectivités qui, selon le niveau d'alerte, orange ou rouge, eh bien, met en place des dispositifs sur le terrain pour permettre à la population d'être prémunie du danger. François Pitrel, vous êtes journaliste environnement à BFM TV. C'est la première fois que je vous rencontre sur ce plateau. Bienvenue à vous aussi. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur ce qui a été dit et au fond, est-ce que, quand il y a une tempête comme ça, finalement, vous ne dites pas, vous, les uns et les autres, je me souviens de mon camarade Alain Gillot-Pétré, qui a été pendant très longtemps un présentateur vedette de la météo. Lui était un passionné, il avait même créé un club des amis des ouragans. Et j'ai envie de dire, au fond, vous aimez peut-être ça, ces moments-là, oui ou non? Mais il y a une fascination. Voilà. Il y a une fascination pour ce genre d'événement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui... demain, en Bretagne, vont tenter d'aller voir les vagues et prendre un risque. Voilà pourquoi je dis qu'il y a toujours quelqu'un qui prend un risque. Parce qu'il y a des gens qui aiment être au bord de l'événement. Il peut y avoir aussi des passionnés de sport nautique. C'est une des craintes de la préfecture du Finistère, notamment des surfeurs, des gens qui aiment la planche à voile, qui pourraient tenter de sortir dans ce genre de conditions. Ce qui, évidemment, il faut leur dire non, non, non et non. Ça met en plus en danger les sauveteurs qui pourraient être amenés à les secourir. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui nous fascine et qui... on a envie de savoir un peu à quoi ça va ressembler. Et après, c'est vrai que c'est aussi parce que ça résonne sur notre métier qui est fait en fait de beaucoup de mauvaises nouvelles autour du dérèglement climatique. Et ça fait partie des conséquences du dérèglement climatique de réussir à s'adapter à ce genre de moments qui vont peut-être se répéter à l'avenir de plus en plus souvent. Alors ça, c'est un autre débat, effectivement, et Blanche Léridon va prendre la parole, mais par rapport, on le sait, au débat entre les climato-sceptiques et ceux qui, au contraire, pensent que vraiment il y a urgence pour notre planète. Là, on est dans quel cadre avec cette tempête? Cette tempête-là, elle aurait eu lieu de toute façon, ou est-ce qu'elle peut être plus grave à cause, justement, du dérèglement climatique? Alors les climatologues là-dessus sont assez clairs, c'est-à-dire que c'est pas le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, appelez-le comme vous voulez, qui va causer cette tempête. Voilà, ça, on est clair là-dessus. Par contre, le dérèglement climatique va aggraver les conséquences de cette tempête. C'est-à-dire que le niveau de l'eau augmente à cause de la fonte des glaciers. Donc les vagues de submersion, les défenses, les digues vont être plus facilement, plus souvent submergées. Les entrées maritimes vont être plus fréquentes. Et on a vécu Xynthia. Si la force des vagues annoncées est aussi forte que ce qui avait été prévu, 8 à 10 mètres, sur l'île de Sein, par exemple, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques parce que c'est une île qui a, je crois, 4 ou 5 mètres d'altitude. Donc ils sont extrêmement inquiets sur cette île. Et le fait que le niveau des eaux monte au fil des années parce que le réchauffement climatique s'accélère, eh bien, ça va créer des conséquences plus fortes que avant, alors que peut-être il y a 100 ans, cette tempête, avec la même température et la même force de vent, n'aurait pas créé autant de dégâts. Donc ça a un impact sur la puissance, en fait, Alors pas forcément sur l'intensité, mais sur les conséquences. On parlait par exemple dans la journée de ces arbres qui aujourd'hui sont toujours en feuilles, alors qu'on est au début novembre, alors que normalement, ils devraient être largement déplumés. Si Donc il y a plus de prise au vent, en fait. Donc plus de prise de vent. Plus de risque de chute de ces arbres. Donc les conséquences, encore une fois, vont peut-être être plus importantes que ce qu'elles n'auraient été il y a quelques années. Alors, on va donner la parole évidemment à Pablo, à Frédéric et à Blanche, mais d'abord on a Olivier de Kersauzon qui nous entend et qu'on va pas faire trop patienter parce que d'abord il est loin d'ici et puis ça coûte cher pour appeler la Polynésie. Bonsoir Olivier de Kersauzon. C'est bien d'être si près des sous de BFM. Oui, bonsoir. Tout va bien. Non, oui.
Est-ce que, pardon, je pose la première question, Olivier, vous regrettez pas, dans ces temps comme ça, de ne pas être en Bretagne, chez vous, parce qu'on sait que vous êtes du côté de Brest, normalement, parce que les tempêtes, je me dis, mais ça doit vous manquer, là-bas, il y en a en Polynésie, elles sont pires, c'est des ouragans, vous allez me dire, justement. Mais, oui, enfin, ça vous manque pas? Est déclaré cyclone dès qu'il y a 68 nœuds de vent. Donc la convergence fait qu'il y a assez peu de cyclones en Polynésie, assez rarement. Alors que le très mauvais temps à Brest, il y en a au moins 2 ou 3 fois en novembre, 2 ou 3 fois en février, avec parfois des tempêtes et des crêtes très violentes, comme ce qui est en train d'arriver. Oui. Et ça vous manque ou pas alors? Non, ça me manque pas. Je pense, vous savez, il y a une vieille formule que j'aime beaucoup qui dit que Dieu protège les marins qui sont à terre, ceux qui sont en mer qui se démerdent. Donc c'est cette vieille tradition que j'adore. Signifie bien ce qu'on peut penser. Mais le problème, c'est que dans ma génération, quand on naviguait, au départ, les tempêtes, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait tout de la météo, on sait tout de ce qui va arriver. Donc, ce qui permet d'abord d'éviter, de se préparer et de se protéger. Et la tempête qui arrive sur la Bretagne, là, sur la France, elle est costaud, c'est qu'elle est vraiment musclée. Et je pense que elle peut créer en mer pas trop de difficultés parce que les navires vont s'éloigner du centre. Toute la flotte qui passe au large de Brest en ce moment, à mon avis, les navires, les gens doivent retarder pour pas rentrer dans la dépression ou pas essayer de se faire prendre dans ce très mauvais temps. Donc, mais c'est à terre que ça va être le plus difficile parce que, si vous voulez, ces tempêtes-là, elles amènent. En 89, on a eu une tempête de genre. Cette tempête, il y avait une marée de 20 et la marée avait rapporté comme si c'était une marée de 120. Ça veut dire que le coefficient de marée est brutalement bouleversé et la mer monte beaucoup plus haut que prévu. Et actuellement, avec une marée de 80, on risque d'avoir une submersion très très importante. Si vous voulez avoir une idée exacte de ce qui se passe sur la mer, vous prenez une assiette à soupe, vous mettez de l'eau dans le fond et vous soufflez d'un côté. Vous verrez que l'eau va s'accumuler excessivement facilement de l'autre côté et c'est exactement ce que fait la tempête sur l'océan en accumulant le long des côtes des masses d'eau qui ne devraient pas y être et qui n'ont aucun moyen de reculer. Et c'est ça qui rend ce type de tempête excessivement dangereux. Et alors comment on se protège dans ces cas-là? De se protéger, d'abord, je crois que il faut pas aller se promener en bord de mer, il faut pas aller se promener sur la côte sauvage, il faut pas aller se promener sur les ports qui sont directement en contact avec le vent de l'océan et qui sont pas protégés par des baies, des rades ou des choses de ce genre. Ça, c'est sûr. Il faut vraiment faire attention. En plus, il y a un autre problème des tempêtes, c'est que en général, à terre, elles sont dangereuses parce qu'elles arrachent des toits, des tuiles, des tôles, des ardoises et ainsi de suite. Effectivement, les tempêtes font voler plein de projectiles qui peuvent être excessivement dangereux. Pardon, Olivier, je vous interromps, mais vous êtes en train de nous dire au fond qu'on est plus tranquille en mer parce qu'on évite les chutes d'arbres, il y a très peu d'arbres en mer, et les tuiles des maisons. Oui, en mer, si vous avez un bon bateau et si vous avez de l'eau devant vous, c'est-à-dire la possibilité de fuir. En face du très mauvais temps, il y a 2 formules. On arrête le bateau, on arrête tout, on se met à la cape. Et à ce moment-là, on bouchonne. Et on voit ce qui se passe. Et puis, si c'est trop violent, on peut ce qu'on appelle faire la fuite. C'est-à-dire qu'on se met dans l'axe du vent. Et le vent sera d'autant moins fort que votre vitesse va être rapide dans le sens du vent. C'est-à-dire que si le vent est à 110 km/h, vous marchez à 20, vous n'aurez plus sur le bord que des vents à 90. Et en fait, à la mer, c'est assez négociable, surtout quand on connaît exactement la position de la dépression et son système. On sent l'homme qui s'y connaît. Merci Olivier pour toutes ces précisions. Juste un mot, on a lu dans la presse aujourd'hui que la maire de Paris, Anne Hidalgo, était arrivée du côté de chez vous. Vous l'avez vu passer, Madame Hidalgo? Ben, je considère pas ça comme les éléments intéressants de la journée. Merci Olivier de Kersauzon. On se tourne vers Blanche Léridon qui lève le doigt depuis tout à l'heure. Et merci encore Olivier. Merci beaucoup Laurent. Moi je voulais revenir sur 2 points et le premier en réaction à ce que vous avez dit sur l'ampleur des conséquences et des dégâts et rappeler qu'il y a quand même en France une singularité et un régime de couverture de ces risques et d'assurance qui est relativement unique au monde puisque, alors c'est un petit peu technique, mais à partir du moment où vous souscrivez une assurance multirisque habitation, vous êtes automatiquement couvert en cas de catastrophe naturelle. Donc ça excède d'ailleurs la seule question des Et vous tempêtes. dites qu'on est une exception. On est une exception. Seule l'Espagne, je crois, a un régime similaire au nôtre. Et ce qui fait qu'en France, vous avez 98% des ménages qui sont couverts en cas de catastrophe naturelle, alors qu'il y a des pays
où c'est facultatif comme l'Italie, où moins de 5% de la population sont couverts, et des pays comme l'Allemagne où à peine 30% sont couverts. Si l'état de catastrophe naturelle est déclaré. Bien sûr, il faut évidemment que l'arrêté catastrophe naturelle soit publié, mais je crois qu'on peut se réjouir de ce dispositif-là, mais qui est un dispositif qui est du coup extraordinairement coûteux et dont le prix va être de plus en plus important à mesure que ces catastrophes à la fois se multiplient et aussi que leur ampleur, parce qu'on l'a bien dit, il n'y a pas de consensus scientifique aujourd'hui sur le lien entre dérèglement climatique et multiplication du nombre de tempêtes, mais bien sûr, il y a un lien évident entre l'ampleur de ces tempêtes et les dérèglements climatiques. Et donc, on va avoir, je sais que France Assurance avait chiffré à 10 milliards d'euros. Alors là encore, on sort des tempêtes, on est sur les catastrophes naturelles en général. Le coût global pour la collectivité des catastrophes naturelles. Donc, il faut qu'on s'y prépare. Il y a une COP qui s'ouvre dans un mois à Dubaï et qui va devoir traiter effectivement la question de l'adaptabilité au réchauffement climatique et au dérèglement, et c'est ce dont on parle depuis le début, mais aussi à la façon dont on peut anticiper et aller aux sources même de ces problématiques-là. On a bien fait de vous mettre sur le dossier de la tempête, parce que là, je m'attendais à tout sauf à ça, et elle nous répond effectivement sur les assurances. C'est un énorme enjeu, c'est-à-dire qu'on va avoir des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et ça va coûter de plus en plus cher. Il y a des endroits, par exemple aux États-Unis, où s'assurer contre l'incendie, c'est devenu impossible quand on habite la Californie. Ah oui. Les assurances ne vont plus couvrir tous ces risques au fur et à mesure, et c'est même une question de viabilité économique pour certaines. Il y avait, je crois que c'était le PDG d'AXA à l'époque, qui avait dit qu'un monde à plus de 2 degrés n'est pas assurable. Donc en réalité, c'est un véritable risque collectif que nous faisons courir à nos bâtiments, nos enfants, nos familles dans les années à venir, si on ne prend pas en compte la question de l'adaptabilité au réchauffement climatique. Construire des villes, construire des maisons, faire en sorte qu'on soit adapté à ces réchauffements. Un nouveau duplex, pardon, on vous interrompt. Oui, on va retourner quand même là où ça se passe, notamment dans le Finistère, à Douarnenez, retrouver Jeanne Daudet. Racontez-nous un petit peu, on le rappelle, ça fait partie des 3 départements qui sont en vigilance rouge à partir de ce soir. Il y en a 30 autres en vigilance orange. Vous, c'est vigilance rouge. Ça commence à souffler. Qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Oui, effectivement, Julie, Laurent. Alors, on a pris la route déjà depuis Quimper avec Léonie Houtier. Alors, on avait des trompes d'eau à ce moment-là, un peu de vent, mais vraiment des trompes d'eau. Là, vous le voyez, la pluie s'est arrêtée. C'est une première bonne nouvelle. En revanche, le vent commence à souffler, parfois en rafale. Donc, si à un moment donné, vous voyez une énorme rafale, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est prévu. Je me trouve avec Bertrand Poulmard. Bonjour, vous êtes adjoint au maire ici à Douarnenez. J'imagine que là, vous avez tout mis en place pour la population. Vous êtes prêt pour cette tempête ? Oui, alors depuis quelques jours déjà, nous avons mis en place un plan de sauvegarde, et donc du coup nous avons préparé nos équipes et doublé nos équipes pour qu'elles soient prêtes à intervenir cette nuit en cas de besoin. Et qu'est-ce qui est prévu en termes de... Vous avez renforcé les effectifs, il y a des gens aussi qui sont prépositionnés pour demain pour d'éventuels dégâts? Alors comme je vous l'ai dit, oui, effectivement nous avons doublé nos équipes d'astreinte, et puis tout le monde sera prêt donc dans la nuit, il sera prêt également pour intervenir demain matin, parce qu'en fait il est très important pour la population que les équipes soient prêtes pour, surtout s'il y avait des dégâts, pour déblayer soit les routes, soit les terrains, enfin. Il y a aussi une salle communale qui est prévue s'il y a des naufragés de la route, notamment s'il y a des gens qui doivent être évacués dans la nuit. Oui, alors nous avons prévu effectivement d'ouvrir le centre nautique qui a une capacité de 40 places en cas de besoin. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions. Vous voyez ici, c'est le port Rue, ici à Douarnenez. Il y a des gens qui vont dormir, qui vont passer la nuit dans ces bateaux, malgré la tempête qui s'annonce. Ils sont bien courageux. Merci Jeanne. On va quitter le Finistère pour la Loire-Atlantique. Oui, retrouver Alexis Vivier. Merci Alexis d'être là. Alors vous, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Vous êtes... Il est moins chanceux. Moins chanceux. On est un peu plus mouillé que vous en plateau, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais même que dans le Finistère. Je pensais qu'en Loire-Atlantique, ce serait mieux que dans le Finistère, voyez-vous. Eh ben voyez-vous, non. Alors là, on a clairement passé un cap, que ça soit au niveau du vent ou de la pluie. Comme vous pouvez le voir derrière moi sur les images de Philippe Vigneault, on s'est un peu éloigné des arbres parce que le vent souffle vraiment très très fort au niveau de ces arbres juste là. On a un port à sec juste à notre droite, et là, les bateaux commencent à vraiment tanguer. Nous, on est un petit peu à l'abri. On s'est mis en sécurité justement avec une grande digue juste à notre droite, mais vraiment on a passé un cap ici à Pornic, et les consignes de sécurité sont vraiment respectées
respectées, hein, mis à part quelques établissements qui jouent les prolongations, mais comme celui derrière là-bas, hein, qui s'est bien barricadé, signe encore que les consignes sont respectées. Vraiment, il n'y a personne ici sur les bords de mer, sur les quais du vieux port de Pornic. Et pour cause, il faut quand même rappeler que c'est la deuxième fois en moins d'une semaine que la ville est confronté à une tempête. La semaine dernière, l'eau avec un gros coef a débordé du port. Tout le monde s'est retrouvé les pieds dans l'eau avec plusieurs dizaines de centimètres, des boutiques un petit peu inondées. Alors tout le monde a retenu la leçon, tout le monde s'est barricadé. On a mis des sacs de sable, on a mis des bâches. On se prépare vraiment ici à Pornic à vivre cette nuit de tempête Ciarán qui va nous frapper définitivement et bien nous mouiller en tout cas. Là, on commence en tout cas effectivement à s'inquiéter parce que c'est vrai que l'eau fait peur. Il faut bien dire une chose, le feu fait peur, mais l'eau, moi, me fait encore plus peur parce qu'on a l'impression qu'on la maîtrise encore moins bien. Vous ne regrettez pas de ne pas être allé en bord de mer, Chloé Nabédian? Je pose à peu près la même question que j'ai posée à François Pitrel, parce qu'au fond, quand on est passionné par ça, on a envie d'être au plus près des éléments. Ça va souffler à Paris, mais forcément moins que sur la côte. Oui, mais après, il faut surtout que les correspondants sur place fassent très attention, justement, lorsque le coefficient de marée va devenir de plus en plus élevé. On va lui acheter une capuche déjà pour le prochain. Qui montre le bon exemple, du coup, comme quoi il ne faut pas aller justement sur les bords de mer pour voir ce qui se passe. C'est très important que les gens restent cafeutrés chez eux cette nuit, qui ferment bien leurs volets, qui rangent vraiment tous les outils dans le jardin, les chaises. Il faisait encore, il y a une dizaine de jours, très beau. Les gens profitent encore de leur jardin. Donc, il faut bien tout mettre en prévention donc dans les garages et chez soi. Et c'est vraiment important car les rafales sont assez destructrices. Et pour avoir testé des rafales de vent jusqu'à 130 km/h, j'étais vraiment totalement couchée au sol et le vent peut vraiment vous emporter. Donc le risque est particulièrement important. Fred Hermel et Pablo n'ont encore rien dit. Alors Fred. Oui, alors je parler un peu de l'aspect politique parce qu'il y a quand même un petit catastrophisme depuis quelques jours qui est très bien. Les gouvernants sont là pour prévoir la possibilité d'une catastrophe. Parce que si on ne prévoyait pas, alors on leur en voudrait. Vous n'avez pas commencé à râler. On sent quand même que depuis, sont passées quelques catastrophes, le Covid, les canicules, etc. On sent qu'aujourd'hui, les responsables politiques sont pétrifiés. Gérald Darmanin a annulé son déplacement à Mayotte, d'ailleurs. Ça veut tout dire. Ouais. Ça veut tout dire. Ils sont pétrifiés à l'idée qu'on leur demande des comptes, même pénalement. On voit très bien ce qui s'est passé après le Covid. Donc, je suis pas climato-sceptique, mais on sent que sur tous ces sujets-là maintenant, on prend peut-être plus de précautions qu'on aurait prises il y a 10 ou 15 ans. C'est parce qu'on a des prévisions météorologiques qui sont beaucoup plus précises. C'est-à-dire que vous n'aviez pas les modèles qui permettaient d'avoir 2 à 3 jours. Mais les gouvernements, les vigilances rouges, ils sont là. Oui, mais tant mieux. Mais très bien. Franchement, personne n'avait préparé la canicule. C'est 2003 la canicule. Personne n'avait préparé la canicule, la tempête de 99 non plus. Bon, bah voilà, là. Oui, mais on a pris. Mais c'est-à-dire on verra. On verra. Ce que dit Julie sur Gérald Darmanin, c'est qu'il y a une volonté de montrer qu'on est là. Il y a le capitaine est sur le bateau. Mais est-ce qu'il y a une surprudence justement, Chloé, sur ces vigilances qui se multiplient? Est-ce que là, par exemple, la vigilance rouge, c'est parce qu'on veut être sûr de se dédouaner, en gros, s'il y a le moindre problème, ou vraiment ça vaut une vigilance rouge dans 3 départements ce soir? Alors, c'est le risque majeur, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment pour cette communication parce qu'en fait, il y a vraiment des changements dans la mentalité des gens. Lorsqu'il y a une surcommunication sur un sujet, on a pu le voir, nous, pendant la COP21, il y a eu vraiment un avant et un après parce qu'il y avait eu un matraquage de communication. Donc, c'est très important de communiquer pour informer le grand public. Après, le risque, effectivement, c'est lorsqu'on ne parle trop de vigilance orange, qui sont parfois des petites vigilances orange et pas des vraies grandes vigilances orange dignes de ce nom. Ça peut perdre, en fait, en aspect pour la population, dire, bon, ben, c'est encore une vigilance orange, on est habitué. Et si la vigilance rouge devient trop souvent et revient très régulièrement, ça peut aussi provoquer l'effet d'habitude. C'est le risque. Alors, c'est exactement ce que je voulais vous raconter, puisque moi, juste avant de venir sur le plateau, j'ai appelé un ami qui est maire d'une ville de quelques centaines d'habitants, qui est une ville côtière, dont je citerai ni le nom ni la commune, parce que ce qu'il m'a dit m'a énormément choqué. Il m'a dit exactement ce que vous avez dit. Il m'a dit, oh, ça va, ça c'est un truc de Parisien, vos trucs de rouge, de jaune, etc. On s'en fout. On en a connu d'autres, des tempêtes. Oui. Oh, ça va passer. Genre, et oui, à la télé, vous en parlez en boucle, etc. Mais pour nous, ça, on est habitué, en vérité. Comme d'ailleurs l'a dit Olivier de Kersauzon tout à l'heure. Il a dit, oh, bah, en Bretagne, il y a des tempêtes. Il y en a 2 au moins, 2-3 en automne, il y en a 2-3 en hiver. Sauf que, alors on va dire que ça va être ma marotte quotidienne, mais sur tous les sujets. Sauf qu'il y a aussi un changement par rapport à 99. Pardon, mais on a raison de prévenir et de dire ne sortez pas, n'allez pas sur le port. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, à cause des réseaux sociaux, Instagram, Twitter et autres, c'est à qui va vouloir prendre sa photo ou se filmer au plus près du quai, au plus près de la vague ou au plus près de la rafale de vent pour pouvoir impressionner les copains. Donc,
je pense que quand même les choses vont changer, donc on a intérêt de prévenir. Et l'aménagement du territoire aussi. Pardon. Exactement, oui, mais un aménagement du territoire qui n'est pas allé forcément dans le bon sens. C'est ça. Parce que justement, on avait parlé après la tempête Xynthia, il y avait eu cette catastrophe et ces dizaines de morts à la Faute-sur-Mer, où le maire avait été condamné ensuite. Là, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Parce qu'en fait, on avait parlé de frénésie immobilière. Oui. Moi, je peux vous dire, j'ai ma famille partenaire qui vient de Vendée. La frénésie immobilière en Vendée, elle ne s'est pas arrêtée en 2010 ou en 2015 après le procès du maire de la Faute-sur-Mer. Ils ont foutu des maisons absolument partout sur la côte. Il y a des campings qui ont poussé, mais à des endroits où, très honnêtement, quand je vois là où sont les campings, je me dis, mais s'il y a une tempête, il y a un risque réel de submersion. Et tout ça, en fait, a continué. Les promoteurs ont continué d'acheter des terrains, à mettre des petites maisons et des campings géants. Et ça, c'est un énorme changement. Et donc, par de quelle rapport à mairie il s'agit? Non, je ne parlerai pas. J'ai failli. C'est vraiment l'impact sur l'ensemble du littoral. La tempête Lothar, ça a fait 90 morts en 1999. Donc si on ne fait pas une alerte rouge pour ce genre d'événement, voilà. Donc c'est éviter des morts. C'est pas juste ça va passer, il y aura un peu de taux froissé, c'est aussi des morts. Alors, on n'est pas sur le même niveau que Lothar, malgré tout. Et Martin, on est quand même un cran en dessous, donc il faut quand même le préciser aussi. Après, le problème majeur, c'est vraiment le développement et l'urbanisation, en fait, sur le littoral, avec tellement de personnes qui veulent avoir leur maison en bord de mer, avec vraiment la vue magnifique, etc. Mais en fait, c'est des zones qui sont extrêmement dangereuses aujourd'hui, avec une érosion qui est très forte, avec une montée des eaux, en plus avec le réchauffement climatique qui aggrave encore plus la situation. Des dunes qui s'écroulent. Voilà, donc on est dans une situation là où même à la Faute-sur-Mer, j'ai encore vu un reportage où on avait permis à une personne d'acheter en zone rouge une maison en lui demandant juste de rajouter un étage supplémentaire pour se prémunir du danger. On y reviendra puisqu'on est ensemble jusqu'à 21h et même jusqu'à 22h pour Julie qui elle aussi consacrera beaucoup de temps, j'imagine, à ces risques sur la tempête. On y revient de toute façon, mais ce sera après le trombinoscope et après quelques minutes, seulement quelques minutes. Restez avec nous sur BFM TV.